sur, je sais pas, par exemple, sur un travail sur la peur. Comment est-ce que vous allez graduer ce travail? Alors ça va dépendre des peurs. Il y a un exemple précis d'une peur? Parce que toutes les peurs ne fonctionnent pas pareil. Mais du coup... La peur, reprenons la moto, par exemple. Peur de chuter. Peur de chuter, ok. Bah, peut-être que la première chose, ça va être de monter sur la moto sans qu'elle roule. Je dis ça au pif. Hein. De monter dessus sans qu'elle roule. Pour voir comment on se sent. Qu'est-ce que ça raconte à ce moment-là? Est-ce qu'on a une boule dans le ventre? Est-ce que déjà, même, peut-être avant de monter sur la moto, c'est de s'en approcher de la moto, de la regarder, d'en faire le tour. Et d'être attentif à ce qu'on se raconte à ce moment-là. Est-ce qu'on est en train déjà de repenser à la chute? Est-ce qu'on est en train de repenser à un moment qu'on a soi-même vécu et qui nous fait encore souffrir? Vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, de remonter dessus à l'arrêt. Puis après, d'allumer le moteur. Et toujours de s'interroger sur ce qui se passe en soi. En TCC, on fait ça très souvent. C'est le changement par l'exposition progressive. Ça marche plutôt bien. On va amener une personne à petit s'exposer à sa peur, mais en passant des toutes petites étapes et des toutes petites victoires. Après, on peut aussi utiliser l'hypnose. Moi, c'est mon job, donc j'utilise ça assez régulièrement. L'hypnose, la PNL, c'est comment on va apaiser une souffrance, une émotion. Soit il y a un trauma, sur une peur, et souvent un trauma, une chute. Soit il y a un bug de notre cerveau qui a associé la pensée de la moto avec la souffrance de la chute. Je parle souvent, c'est par rapport aux phobies, par exemple. Il y a des phobies où on a un trauma qu'on connaît, et puis il y a des phobies où il n'y a pas de trauma, on ne sait pas. Donc là, on travaille sur le bug. Il y a sûrement dans l'amygdale, c'est la petite partie du cerveau qui génère la peur, qui s'est déréglée. Et avec l'hypnose, on arrive à faire des choses assez intéressantes. Moi, j'arrive à faire baisser des peurs. Alors, je ne le fais pas tout seul, c'est la personne qui m'aide aussi, mais en travaillant sur les images qui viennent, sur la symbolique. Je travaille beaucoup avec la symbolique, moi. Les messages inconscients, c'est-à-dire les messages du passé, les apprentissages du passé. J'avais une personne qui avait peur, elle n'avait pas peur en voiture, elle avait une espèce de nausée. Et à chaque fois qu'elle partait en voyage ou qu'elle montait en voiture et qu'elle faisait pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de la voiture, elle avait beaucoup de nausées, elle se sentait très mal. Et donc, je lui fais découvrir ce que c'est l'hypnose et puis je pose une question très simple c'est un peu ésotérique ce que je veux dire, mais moi je parle à la part d'elle qui est responsable de la peur ou qui gère la peur. Et je lui demande de faire remonter une image. Elle fait remonter une image, elle se dit, je me vois, j'ai 7 ans, je suis enfermé dans les toilettes et j'ai la poignée de la porte qui est bloquée. J'ai la poignée de la porte dans les mains, je ne peux plus ouvrir la porte. J'ai 7 ans et je fais une crise de panique, je suis dans les toilettes, je suis toute seule, j'ai la clé de la porte. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas le lien qui a été fait, le pont. Mais je sais juste que c'est l'image qui revient. Bon, on a travaillé là-dessus. On a fait 3 séances là-dessus. Et finalement, elle a pu partir en vacances, reprendre la voiture et ses nausées ne sont plus là. D'une certaine manière, c'est une métaphore, mais on a aidé la petite fille qui était bloquée à cette époque-là et qui avait eu peur, qui n'avait pas grandi dans sa peur. Émotionnellement, la petite fille, elle n'avait pas grandi. Elle avait toujours la peur panique de rester bloquée, de ne pas pouvoir s'échapper. Et la voiture, c'est typiquement quelque chose où on se sent bloqué, on a peur de s'échapper. Tu vois ce que je veux dire? Ça répond un peu à la question? Oui, donc je comprends que forcément votre boulot c'est d'être plutôt dans l'hypnose, donc c'est ce que vous me répondez, ou alors un travail graduel sur... Par exemple, mais j'en donne 2, il y en a plein d'autres en fait. Mais encore une fois, ça manque de spécificité. Pour qu'un travail soit efficace, on va dire, moi j'utilise le EFT aussi. C'est une technique de libération émotionnelle avec des méridiens, on tapote. J'utilise beaucoup le EFT. Parce que les méridiens vont... notre système nerveux, il a besoin parfois d'être apaisé parce qu'il génère du stress à l'intérieur. Notamment de la peur. Du coup, le fait de tapoter, le fait de travailler sur les méridiens va apaiser ce système-là. C'est un autre exemple. Mais on a besoin d'être spécifique. Il faudrait qu'on parle de la peur, peut-être un peu, tu m'en parles, s'il y a quelque chose qui est lié à ça, les sensations qui sont liées aussi à cette peur-là, les images qui te viennent.
Pas forcément le contenu, hein, l'histoire en elle-même, mais au moins comment ça fonctionne à l'intérieur. Et si je comprends bien, c'est pour finir, pour faire appel à un intermédiaire, une sorte de médiateur. Est-ce qu'on peut faire ça par nous-mêmes? Ça dépend quoi. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut régler soi-même. Moi, j'ai vu des personnes qui règlent une phobie tout seul. La vraie question, et c'est une question hyper pertinente, parce que moi, je me tracasse l'esprit à me demander comment les gens changent. Qu'est-ce qui fait qu'une personne change dans sa vie? Qu'est-ce qui fait qu'elle se libère d'une peur? Qu'est-ce qui fait qu'elle se libère, je sais pas, d'un comportement limitant, d'une déprime, d'une compulsion? T'as plein de gens comme ça hein, qui s'en sortent sans passer par de la thérapie, de l'accompagnement. Quel déclic à l'intérieur? Et je pense que ça passe par toutes les structures et toute l'intelligence émotionnelle à l'intérieur. Mais souvent, c'est des gens qui ont fait un travail déjà, le terrain, d'une certaine manière, est assez préparé. Moi, je sais que mon accident, il a changé, mon problème cardiaque, il a changé ma vie. Dans le bon sens du terme. Je me suis rééquilibré dans plein de domaines. J'ai eu un sentiment de comprendre l'autre comme jamais je l'avais compris avant. J'ai eu mon accident en mai, jusqu'en septembre, j'avais l'impression, il pouvait m'arriver n'importe quoi, j'avais peur de rien. J'avais un sentiment de plénitude totale. Sans être déréalisé, hein, sans être je touche plus par terre. Mais j'avais un sentiment où j'étais bien en paix. Et j'ai parlé avec pas mal de gens qui étudient ces phénomènes-là quand des gens sont passés proches de la mort. C'est un phénomène que beaucoup ressentent quand on est passé très proche de la mort, de cette plénitude. Tu vois? On ne sait pas vraiment ce qui se passe, comment ça bouge. Vas-y. Je pense qu'il y a deux phénomènes. Il y a des gens justement qui ont côtoyé la mort de près. Je pense qu'ils relativisent sur la vie, ils voient des choses, sur beaucoup de choses en fait, où ils avaient une obsession, ils avaient des peurs, et comme tout en fait, justement sur la santé est devenue une valeur importante. Ouais. Mais il y a deux cas, ces gens-là justement qui ont subi, on va dire, ou connu un événement important dans leur vie, un choc important, et de l'autre côté on a des gens justement où on a une transformation qui se fait petit à petit, beaucoup plus lent, parce qu'elle n'est pas forcément justement à des événements comme vous avez vécu. Oui. Mais oui, après c'est un peu dommage d'obliger de vivre une souffrance extrême pour avoir un changement profond. oui, voilà. C'est peut-être pas souhaité ou souhaitable. Il y a d'autres moyens de faire. Je pense que l'accompagnement, de se faire accompagner, de se faire coacher, de se faire de vivre une thérapie, un accompagnement. Moi, je crois que ça peut vraiment, vraiment faire du bien, vraiment aider. Aujourd'hui, on a tellement de stresseurs autour de nous, ça va tellement vite, il y a tellement de choses qui se passent que je pense que ça peut être important de travailler, de faire du tri, de faire du nettoyage émotionnel. Après, ce que j'ai vu déjà, c'est on va avoir des gens qui vont nous accompagner, qui vont nous écouter, mais le problème c'est qu'ils vont écouter, mais ils ne vont pas forcément proposer des outils concrets dans la vie réelle, en fait, dans la vie de tous les jours. C'est en fait, moi, c'est ce que j'ai observé dans Non mais ça y est, je suis... Non mais moi j'arrête. Je parle Je plaisante. Et en fait, c'est ça en fait la difficulté, c'est proposer des outils simples et qui fonctionnent et qui, évidemment, c'est par rapport à la personne, évidemment. Mais, moi, j'ai pas encore vraiment vu ça en fait. J'ai lu pas mal de bouquins de développement personnel et des fois on voit quelques outils, mais c'est quand même assez rare. Souvent, c'est souvent des... Moi, je crois que le problème du développement personnel, c'est pas l'outil, c'est l'action qu'on met pour faire vivre cet outil-là. Moi, j'en ai lu des tonnes de livres. Je vois des gens qui en lisent des tonnes, mais qui jamais n'ont fait une action de ce qui est noté sur le livre. Mais ils l'ont comprise, hein. Ils savent dire ouais, mais il faut faire ça, c'est important, machin. Mais concrètement, quelle est la première action qu'on met en place? Et c'est fondamental, à mon avis. Et ça, c'est vraiment la troisième étape, c'est qu'est-ce que je fais tout de suite pour marquer mon envie de changer, en fait.
C'est quoi la première étape? C'est quoi? Qu'est-ce que je fais maintenant? S'il n'y a pas ça, le changement n'est qu'une douce rêverie. Et si c'est un problème de compétence, c'est-à-dire je ne sais pas ce que je dois faire, bah dans ce cas-là, c'est bien d'aller voir quelqu'un qui nous aide à faire. Mais si la personne propose de faire des choses et qu'on ne les fait pas, il y a deux solutions. Soit parce que c'est une exposition, on a parlé de l'exposition progressive, c'est un peu trop fort au début, et là c'est un grand écart entre là où la personne allait et là où elle veut être. Soit que la personne se dit « Ah ouais, me le fais pas ». Ça arrive, hein. J'ai plein de gens qui ne font pas ce que je leur demande. Mais c'est ok, c'est leur responsabilité. Je ne prends pas la responsabilité. Des questions? Oui. Est-ce qu'on peut considérer la motivation comme une émotion? Parce que finalement, Non. Non. La motivation, c'est tout ce qu'il y a autour qui va générer la motivation. La motivation en elle-même, c'est pas grand-chose en fait. Mais c'est comment nos valeurs, comment notre pourquoi, comment notre relation au plaisir et à la souffrance. Est-ce qu'elle peut être constante? Parce que c'est quand même quelque chose qui fluctue Oui. d'un jour à un autre. On a beau avoir le projet le plus vibrant pour soi, on a toujours la motivation tous les jours d'être en action. Ouais. Je pense que, et en même temps, on est humain, on peut un jour se dire, bon, là j'en fais un peu moins. Mais quand on a un projet où on a un pourquoi je veux faire ça, parce que ça m'anime vraiment, presque une mission de vie, moi je pense que, enfin en tout cas moi je le vis comme ça, et c'est ça que j'essaie d'apprendre aux gens qui viennent me voir. Si tu vas vraiment vers ce que tu veux et qui est vraiment important pour toi, ça sera pas une difficulté. Tu sais, c'est comme cette phrase « choisis quelque chose qui te plaît et tu n'auras plus jamais à travailler ». Ben, la motivation, c'est un peu ça. Demande-toi pourquoi ce que tu veux faire, tu veux le faire. Mets une pierre chaque jour à ça et tu verras que ça ne sera plus jamais un calvaire, mais que ça sera quelque chose d'extrêmement simple en réalité. Le problème à ça, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est je suis là, je veux arriver là, mais je ne veux pas faire les 4 pas. Je veux sauter. La deuxième chose, c'est que je veux bien faire les pas, mais pendant que je fais les pas, je regarde ce que lui fait. Ah, lui, il marche plus vite. Oh putain. Oh, lui, il marche mieux. Et donc, moi, je ralentis. La comparaison. Et il y a tout ça qui va venir gêner. Le fait de se comparer, le fait de vouloir que ça aille tout de suite, tout avoir. Le fait de ne pas vraiment avoir de but, de ne pas vraiment savoir pourquoi ça me plaît, ça, pourquoi je veux ça. Il y a très peu de gens qui se demandent pourquoi ils font ce qu'ils font. Moi, je le vois tous les jours en séance. Je leur dis, pourquoi vous faites ce que vous faites? Parce qu'en fait... Et ils ne savent pas répondre à ça. C'est flou, c'est vague. Demain, tu mets un pourquoi, tu mets un focus sur ce que tu vis, bah, tu ne te poses même plus la question, en fait. Une valeur, ça doit être presque la réponse. Pourquoi j'ai envie de me battre tous les jours et pourquoi j'ai envie de me lever chaque matin et faire ce que je fais? Et si ton projet, tu peux répondre à ça, ton projet, il y aura peut-être des jours où tu vas en faire moins. Parce que tu es un peu fatigué, parce que tu as ta vie à côté, parce que tu fais plein de trucs. Mais pour autant, c'est toujours là et tu fais quand même quelque chose. D'autres questions? Oui. Pour faire des choses, pour avoir un projet, il faut de l'énergie. Oui. On n'en a pas. Ouais. Ouais, mais ça c'est un problème qu'on peut rencontrer. Ouais. Certaines personnes me disent je ferai du sport quand je serai plus motivé. Moi je leur dis faites d'abord du sport et vous verrez que la motivation va venir. L'énergie amène l'énergie en fait. C'est comme plus on dort et plus on est fatigué. Clairement, il faut retrouver un peu le goût de l'effort. Ouais. Ouais, sauf que c'est aussi pourquoi. Pourquoi je vais monter sur ce vélo pendant 30 minutes alors que je pourrais me mater un bon film sur Netflix? Parce que ça vise un but plus grand en fait. Moi, j'ai pas envie d'avoir un stent ou j'ai pas envie d'avoir un truc. Comment on appelle ça? Ouais, ou un infarctus ou une artère qui se bouche ou.
Je me dis, peut-être que Netflix, ça va moins m'aider à avoir de bonnes artères que le vélo. Pardon ? Il faut pédaler en garde. Ben voilà, bonne technique. Voilà, on voit, voilà, c'est ça, utiliser aussi ces ressources. J'ai une télé, un vélo, bon, bah, je le mets devant. Oui. Est-ce que ça marche d'agir en se disant qu'on est motivé? C'est l'effet, s'il appelle ça, j'ai vu ça, c'est l'effet Pygmalion. Oui. Vous connaissez l'effet Pygmalion? Qui connaît? Ok. L'effet Pygmalion, c'est un truc assez étonnant. C'est un jour, on prend 2 professeurs dans une école, puis on dit à un professeur, je vais vous donner les élèves, mais par contre, cette année, vous n'avez pas de pot. C'est les élèves les plus nuls de l'école. Alors pour ça, diront ok. Puis à l'autre, on lui dit, bon, alors vous, cette année, vous avez une chance du tonnerre. Vous avez les élèves, c'est les meilleurs. C'est des génies. Vous allez voir, avec eux, tout est facile. Sauf que, en fait, les élèves, ils ont été pris au hasard. Donc on a menti. Ce qu'ils ont montré, c'est que le prof qui croit avoir les élèves les plus pourris, si tant est que ça existe, eh ben, il arrive à rien, et au contraire, il n'arrive pas à les faire évoluer, il n'arrive pas à les faire grandir de niveau. Le professeur qui croit qu'il a des génies, et lui, le programme, ils le font 2 fois dans l'année, enfin, ils vont même beaucoup plus loin, c'est incroyable. Sauf qu'en fait, les élèves, c'était choisi de manière aléatoire. Donc l'effet Pygmalion, c'est comment est-ce qu'on peut construire une réalité avec une croyance. Si je crois que quelque chose existe, comment je construis ma réalité par rapport à ça? Ça, c'est un petit peu la base. Donc, je n'ai pas abordé les croyances parce que c'est compliqué en 1h30. Je ne sais même pas quelle heure il est. C'est compliqué en 1h30 d'aborder tout ça, surtout que c'est des concepts. Moi, je pense qu'il faudrait les tester. C'est-à-dire qu'il faudrait... La conférence, c'est de l'information. Je pense qu'il faudrait... Moi, je suis en train de créer ça, un programme, notamment sur des journées, pour faire bouger des peurs, pour faire bouger des choses qu'on a au fond de nous. Mais avec des exercices pratiques, avec tout un tas d'exercices qui font qu'on ne reste pas juste assis et on parle. Mais on se met en mouvement. Parce que la connaissance, c'est bien, mais il y a une photo, elle m'a fait marrer sur Facebook. C'est un mec, il a une corde, mais elle est encore enroulée. Et puis il y a un autre type qui se noie. Donc il est comme ça, et puis l'autre il est sur... Puis il a la corde, hein, puis il lui jette la corde. Et la photo, c'est on voit... Et la légende, c'est une connaissance, ça ne sert à rien si on ne l'utilise pas. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser un petit peu le truc ou pas. Parce que l'information, c'est bien, mais ça demande de la pratique. Si vous vous posez ces questions-là que je vous ai proposées, moi je le fais très souvent, celles-ci je les ai fait dans la plupart de mes projets, je me les pose les questions. Pourquoi ? C'est grâce notamment à ces questions-là que je me suis remis à me lever plus tôt le matin. Parce que j'avais pas assez de temps. Je me suis dit comment je fais, j'ai pas assez de temps. Il faut que je me lève plus tôt le matin, mais j'y arrivais pas, j'étais bloqué. Et je me suis posé, quelle est la souffrance, quel est le coût que je vais payer si je me lève pas plus tôt le matin ? Je pourrais pas tout faire. Et si je peux pas tout faire, quel est le coût que je paye à ça ? Les gens qui demandent après moi, les opportunités professionnelles, je ne pourrais pas les réaliser, je peux en faire moins. Si je me lève à 9h parce que je m'étais fait une croyance, j'étais malade du cœur, il faut que je me repose. Mais en fait, j'ai pas besoin, je me sentais fatigué. Et je me disais, t'as raison d'être fatigué, c'est ta croyance en fait. Donc aujourd'hui, je me lève 1h, 1h30 plus tôt et je me sens bien, j'ai même beaucoup plus d'énergie. Le truc, c'est que je me suis dit, ok, je vais tester. Et c'est pareil, je ne me suis pas levé du jour au lendemain 1h30 plus tôt. Je me suis levé d'abord un quart d'heure plus tôt. Puis pendant quelques semaines. Puis après, je me suis levé une demi-heure plus tôt. Puis pendant quelques semaines. Puis des fois, je rate. Des fois, je suis trop fatigué, je redors 3 quarts d'heure de plus. Mais je suis ok avec ça. Je me dis, c'est bon. C'est pas grave, t'es pas obligé de culpabiliser ou de te sentir mal par rapport à ça. Demain, tu reprends. Je vois des fois des gens qui veulent arrêter de fumer, ils reprennent de fumer. Et ils ont refumé une clope ou une taf. Oh merde. Bon, je vais me racheter un paquet. C'est pas grave. On a le droit d'échouer, de se relever, ça peut arriver. Mais non, c'est « Oh, j'ai fauté. Ah, ça y est, je refume. »
Non, vous avez le droit. Des fois, on se prend vraiment beaucoup la tête pour pas grand-chose. Mais à cause de ça, parce que notre cerveau, il veut tout le temps aller vers le plaisir. Et parfois, cette petite taf là, on a le sentiment qu'elle nous apporte du plaisir. Sauf après. Après, on se dit, putain, en fait, ça sert à rien. Mais avant de la prendre, on commence à se focaliser là-dessus. Et on se dit, je me sentirais bien que quand je l'aurais fumé, cette taf ou cette clope. Donc la motivation. Les 4 questions que je vous ai posées, que je vous ai demandé de vous poser. Pourquoi j'ai pas encore réagi? Il y avait quoi d'autre? Vous avez suivi? Vous suivez pas? Quelle est la douleur que j'associe au fait de changer? Peut-être que si je veux perdre du poids, j'associe une douleur au fait de monter sur le vélo, à de la souffrance physique. Peut-être que j'associe une douleur à perdre du temps. Quel est le coût que je vais avoir si je fais rien? Quel est le prix que je vais payer? Et quel est le plaisir que je vais avoir à atteindre ce que je veux vraiment? Ensuite, il y avait les valeurs. Et ça, c'est fondamental. Si j'ai les mails de tout le monde, je pense que je vous ferai un mail global où je vous enverrai ce travail sur les valeurs pour que vous ayez quelque chose de plus concret. Je vous enverrai ce que moi, je propose, une espèce de tableau de valeurs que moi je propose aux gens qui viennent me voir en séance. Et comme ça, vous l'aurez. Et puis ensuite, se demander, ok, je veux atteindre ça. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour atteindre ça? Qu'est-ce que je fais demain? Qu'est-ce que je fais dans une semaine? Qu'est-ce que je fais dans 2 semaines? Quels sont les pas petit à petit que je fais? Ok pour vous? D'autres questions? Pour ceux qui veulent, il y a un groupe Facebook que j'ai créé pour toutes les personnes qui viennent dans les conférences, qui s'appelle Atelier Hypno-Coaching, je crois. Vous allez voir sur ma page Centre Hypnose Amiens, vous tapez Atelier Hypno-Coaching, et il y a un groupe qui est spécifique à toutes les personnes qui viennent dans les conférences. L'idée, c'est d'avoir un groupe assez grand pour partager des choses. Je pense que je partagerai le tableau de valeurs aussi sur ce groupe. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clôturer là. Et s'il y a des questions, vous pouvez me les poser. Je suis encore là un peu après, vous pouvez venir me voir aussi. Ok pour vous? Ok. Merci beaucoup.